l'Éden perdu en plein cœur du Pacifique. 5 millions de kilomètres carrés dédiés au respect de la vie océane. Un archipel d'une beauté exceptionnelle où l'homme et la nature vivent encore en harmonie. Cette saison, l'équipe du Zoo de la Flèche s'envole pour Tahiti. Cette fois-ci, on est là pour les océans. C'est une destination mythique, c'est une destination de rêve. Mission, agir pour la conservation de la faune marine. Pendant 3 semaines, Cyril, Stéphane, Anthony, Bérénice et Charlotte vont s'investir aux côtés de ceux qui consacrent leur vie à la sauvegarde de la nature polynésienne, scientifiques ou naturalistes. J'espérais rencontrer des gens comme ça en venant ici, ça c'est évident. On n'a que des gens qui connaissent leur sujet et qui sont de vrais passionnés. Parmi eux, Cécile Gaspard. Vétérinaire de formation, elle dirige l'association Temana au Temoana, littéralement l'esprit de l'océan. Un collectif qui œuvre à la protection de l'environnement marin et à la sensibilisation du public. Ce qui m'a vraiment passionné ici, c'était le lien entre la nature et la culture, et qu'il y avait plein de choses à faire pour essayer de protéger l'environnement. À ses côtés, notre équipe partira sur l'un des joyaux de l'archipel, Tetiaroa, pour suivre les pontes et les émergences des tortues vertes, une espèce menacée. À ce moment-là, il y a une espèce de décharge d'émotions. Au cours de cette aventure, nos globetrotters iront également à la rencontre des dauphins résidents de Moorea, les spinners, une espèce fragile et sauvage qui offre un spectacle inoubliable à ceux qui ont la chance de croiser leur chemin. C'est juste dingue, c'est vraiment dingue. Autre espèce menacée, le requin. Une mauvaise réputation injustifiée. Avec Nicolas, observateur éclairé du squale, notre équipe plongera aux côtés de ce seigneur des mers. C'est totalement irréel, quoi. Objectif, balayer les préjugés. Là, faut être reconnaissant d'être là où on est, à l'instant où on est. Enfin, notre troupe d'élite s'envolera vers Rangiroa, un atoll corallien qui héberge une faune d'une richesse exceptionnelle. Une exploration en eau profonde en compagnie de Pamela, spécialiste des grands mammifères marins. J'ai l'impression de découvrir une chose nouvelle à chaque pas. Au terme de ce voyage, l'équipe du Zoo de la Flèche comprendra combien la Polynésie est une invitation au rêve, un chant d'amour dédié aux splendeurs de l'océan. Je m'en rappellerai très longtemps. On sait que tout ce qu'on a vécu ici, c'est un rêve. On est juste en train de partager quelque chose de dingue. Je me suis fait cueillir comme un gosse, quoi. C'est une aventure, en fait, ouais. Je vous apprendrai. Aujourd'hui, on a prévu de la plongée sur les semaines à venir et de la plongée assez profonde. Donc pour le coup, on a tous un peu besoin d'une remise à niveau en fait. La plupart, on est plongeurs, mais un petit coup de frais, ça va pas faire de mal. Vous êtes quand même assez raccords tous les deux. Ouais, complètement. Sac jaune. On n'a plus besoin de se parler avec ça. Non, voilà. On connaît nos gammes, quoi. On sait qu'on va plonger dans des conditions un peu spéciales, avec parfois, bon, bien sûr, de la profondeur, beaucoup de courant potentiellement, et ce qui peut occasionner un peu de stress. Donc c'est toujours une bonne chose de se remettre à l'eau quand on n'a pas plongé depuis longtemps. Hey! Bonjour. Bonjour Lionel. Enchanté Stéphane. Bienvenue. Cyril. Tout le monde est hyper gentil, hyper chaleureux, convivial. Enfin, voilà, quand on arrive au club de plongée, c'est des visages qui sont ouverts, qui sont souriants. La dame, elle a une belle fleur. Enfin, voilà, tout y est en fait. Tout y est. Bon, alors comment sont les conditions aujourd'hui? Comme tu vois, c'est extraordinaire. Voilà. Il fait beau. Il y a un peu de ciel bleu là-bas. Vous serez mouillé de toute façon. Ouais, Voilà, c'est ça. bien ça. Ok, ici tout le monde se tutoie.
D'accord, Pas de vous, voilà. Les prénoms, va ça bien. marche bien. Et... Comme vous voulez. Ok. On est accueilli par Lionel, qui sera en fait notre moniteur pendant cette journée. C'est lui qui va nous refaire un check un peu théorique sur la plongée. Vous pouvez vous mettre au comptoir par l'extérieur et je vous donnerai tout votre matériel. D'accord, merci. Cette première plongée sera surtout une plongée, on va dire, technique, hein, c'est-à-dire une plongée pendant laquelle on va refaire quelques exercices pour voir si on maîtrise bien notre progression dans l'élément liquide, la descente au fond de l'eau, et puis des exercices de sécurité parce que quand on plonge avec des bouteilles, les 3/4 de ce qu'on apprend en fait concerne la sécurité pour soi et aussi pour les autres. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait une petite danse de la joie. Béré est très excitée, très impatiente de se mettre à l'eau et de voir un peu les poissons, les coraux, profiter un peu du courant, etc. Alors, avant de partir, il faut qu'on s'assure qu'on ait tout notre matériel, à savoir palme, masque, le gilet, le détendeur et une bouteille. Je vais vous montrer comment on installe tout ça pour remettre tout ça en mémoire. On vérifiera tous les points de contrôle nécessaires que le matériel fonctionne bien avant de se déplacer. Ce sera votre tour après de le faire avec votre propre matériel et je vous ferai le briefing pour la partie mise à l'eau, le site, les distances, etc. D'accord ? Alors moi, à titre personnel, ça fait un peu plus de 5 ans que j'ai plongé, donc la dernière fois, une plongée qui s'était pas forcément très bien passée. Et donc voilà, j'ai un petit peu d'appréhension sur la façon dont ça va se passer parce qu'évidemment, ça va conditionner un peu notre séjour ici. C'est-à-dire que, est-ce que oui ou non, je vais pouvoir aller sous l'eau ? Donc voilà, il y a un petit peu d'appréhension, un peu de stress ce matin en allant en mer, se remettre un peu en jambes et voilà, voir un peu où est-ce qu'on en est au niveau de la plongée. Jamais bloquer la respiration en plongée, d'accord ? Ça c'est un élément de sécurité pour les poumons. Et attention aux oreilles quand on descend. Les 2 éléments clés qu'il faut vraiment retenir. Au-delà du briefing que je vais vous faire, c'est vraiment les 2 éléments que vous devez retenir, quoi. Okay. Moi, c'est le problème que j'ai eu quand je suis tombé sur un mono en Corse qui m'a fait descendre un petit peu trop vite, quoi. Ouais, voilà. Les oreilles. Le check avant de partir, il est essentiel pour ne rien oublier, se refamiliariser avec toutes les consignes de sécurité, l'utilisation du matériel, les signes aussi évidemment avec lesquels on va communiquer sous l'eau. Maintenant, si en descendant, vous voyez que ça passe pas, même en forçant un petit peu, je vous conseille pas de le faire, ça marche pas, vous faites signe, ça va pas, c'est ce signe-là, et vous me montrez ce qui va pas, l'oreille. Vous arrêtez de descendre. Là, sous l'eau, on peut pas parler, donc et quand on veut exprimer un besoin ou bien attirer l'attention de quelqu'un et lui poser des questions et pouvoir lui apporter des réponses, on a un code pour pouvoir communiquer sous l'eau. C'est une sorte de langage des signes, effectivement. Une fois qu'on est à genoux au fond et que tout va bien, ce signe-là sous l'eau. Moi, je vous pose la question, est-ce que ça va ? Vous me dites, c'est bon, c'est OK. Moi, je suis stressée parce que, en fait, le risque aussi en plongée, c'est de ne pas réussir à profiter de sa plongée, d'être trop concentré sur la technique. Et j'ai peur de ça, de passer à côté de quelque chose et de me sentir trop... tu respires trop vite ou essaye de calmer ou machin, et du coup de pas profiter. Enfin voilà, il y a plein de choses dans la tête qui font que du coup pour l'instant j'ai plus la boule au ventre. Parfait. Je ne sais pas plonger, donc moi je suis cantonnée au bateau. T'es prêt ? Ouais. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va se rapprocher. Cyril était peut-être le plus inquiet de nous tous parce que ses dernières plongées avaient été marquées par quelques problèmes de pression. Donc il est un petit peu inquiet à l'idée de se dire est-ce que mes oreilles vont bien passer, parce que là c'est rédhibitoire, quoi. Mais bon, là on sent beaucoup de gentillesse de la part de toute l'équipe, ce qui nous met évidemment en confiance. Tu regardes bien loin et tu vas faire un grand pas. D'accord ? Sans sauter, un grand pas. Parfait. Je laisse t'accrocher. Donc la mise à l'eau se passe bien et puis on se dirige vers un bout, en fait une ligne de vie qui nous permette en fait de descendre progressivement et voilà, de se refamiliariser avec la profondeur, avec le fonctionnement de l'appareil qu'on a sur le dos. Et ça se passe plutôt bien, ça se passe même super bien. La première sensation, au moment où on se met à l'eau, c'est déjà la limpidité de l'eau, quoi. L'aquarium, on l'appelle l'aquarium, c'est pas pour rien, quoi. C'est-à-dire qu'immédiatement, on commence à voir des poissons multicolores qui sont habitués à voir du monde et donc qui n'ont absolument pas peur des plongeurs. Et donc, il y a une vraie proximité, quoi, ce qui est absolument magique, quoi. On approche les poissons à quelques centimètres.
Enfin, on redevient immédiatement des gamins et on ne voit pas le temps passer. Donc on est vraiment ravis à ce moment-là de découvrir le site. C'est vraiment des moments magiques, quoi. Moi, je trouve ça tellement magique de me dire que tout d'un coup, on est dans la vie de plein d'espèces en même temps. Et je me mets à leur place, je me dis, mais on est immense par rapport à eux, ça doit être hyper perturbant. Et pour autant, on n'a pas l'impression de les gêner, donc du coup, c'est juste magnifique, c'est génial. Ce qui est super sur l'endroit où on plonge, c'est qu'on est emmené à descendre dans une cuvette et là on découvre des épaves. Donc il y a 2 bateaux et un avion qui sont en fait coulés donc, à cet endroit. Alors là c'est un décor sous-marin surréaliste, un peu fantomatique, un peu mystérieux. C'est une aventure en fait, ouais. Avoir la chance de venir vivre ça ici, dans ces régions qu'on découvrait tout gamin dans les expéditions de Cousteau, c'est juste incroyable. Et c'est une grande chance pour nous de vivre ces moments-là. Ouais. C'est une première approche en douceur. Je ne sais pas ce que le reste du séjour va nous réserver comme surprise. En tout cas, c'est déjà cette seule plongée en elle-même suffirait à nous laisser des super souvenirs. Je pense qu'en termes de remise à niveau, personne n'avait espéré autant. C'était une journée mais enthousiasmante et on n'a qu'une hâte, c'est de continuer encore. Aujourd'hui, on a vraiment la chance d'aller rencontrer un personnage, je crois, important, en tout cas pour cette région, quoi, qui est un plongeur émérite et surtout un grand connaisseur des requins et de toutes les problématiques qui tournent autour de la préservation de ces animaux. Bonjour. 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 Nicolas. Cyril, enchanté. Bienvenue à bord. Merci. Bonjour Étienne. Bonjour. Charlotte. Salut Charlotte. On est accueilli par Nicolas, qui est un plongeur, et qui a créé un observatoire dédié aux requins. Donc, il a fait d'abord un relevé d'observation de ces animaux, et il a fédéré autour de lui un ensemble de plongeurs qui accompagnent les différents touristes qui viennent plonger ici dans l'archipel de Tahiti, Moorea, qui ramènent leurs observations et que ce soit centralisé, histoire qu'on ait des données en fait sur plusieurs années de quelles sont les espèces de requins qui fréquentent les eaux de Tahiti, quelles sont les tendances, etc. Là, le site, il est à 10 minutes de bateau. Lorsqu'on va arriver sur le site, on va s'équiper, on va se mettre à l'eau. Il y aura déjà quelques requins autour du bateau. On va voir les petits, les premiers, c'est les requins pointe-noire. Ce sont les plus communs en Polynésie. On va voir au fond, ensuite, certainement, des requins citrons. Donc les requins citrons, ils sont un peu plus gros. Ils font entre 2,3 m et les plus grosses femelles font jusqu'à 3 mètres. Et ils sont facilement reconnaissables parce qu'ils ont 2 grandes nageoires dorsales sur le dos. Et vous allez voir, ils ont un beau sourire avec les dents bien préhensile. C'est magnifique. Le requin, c'est dans la tête de tout le monde un grand prédateur. Donc il y a un côté dangereux tout de suite qui colle à l'image du requin, malheureusement, avec tout ce qu'on connaît comme film qui ont pu être fait autour du requin. Et c'est une espèce, il faut le savoir, qui est la plus haute sur la chaîne trophique. C'est-à-dire que c'est le dernier point dans la chaîne alimentaire. Ce sont eux qui sont tout en haut. Donc si à un moment donné, c'est une espèce qu'on continue un petit peu de détruire par différentes actions, on va perdre le plus grand prédateur marin. Et là, on va vraiment se retrouver avec des espèces qui vont proliférer qui ne devraient pas. Ça va complètement tout déséquilibrer. C'est une espèce tellement importante. Elles le sont toutes. Hein. Chaque espèce a un rôle dans la chaîne alimentaire et ne peut pas disparaître. Le requin, il est tout en haut. C'est le super prédateur. Et du coup, la bonne attitude à adopter face aux requins? Ah bah écoute, c'est très simple. Observer. Voilà. Si tu veux vraiment bien les observer, la meilleure chose à faire, c'est se mettre sur le fond, ne pas rester en pleine eau, parce qu'ils ont plus peur de nous en fait. Ouais. On se met sur le fond, on évite de faire trop de bruit avec la respiration, on se pose. Les mains, il faut éviter de les bouger, et on n'a plus qu'à regarder. Voilà, et tu vois, ils vont passer devant nous, c'est magique. Voilà, il n'y a vraiment absolument rien à faire. Ok.
arrive dans un endroit, donc en Polynésie française, où le requin est intégralement protégé sur la totalité du territoire. Et ce territoire, il est grand comme l'Europe. On espère donc faire de belles rencontres, de voir au moins quelques requins sous l'eau, de sorte à voilà, déjà faire connaissance et puis ensuite pouvoir mieux en parler. Il n'y a aucune inquiétude ou aucune anxiété de notre part, quoi. Plutôt de l'excitation et de l'émerveillement à l'idée d'être dans leur habitat, au milieu d'eux. C'est vraiment la meilleure façon en fait de démystifier l'image parfois dévastatrice qui est véhiculée autour de ces animaux. Je suis plutôt dans une excitation, une envie d'y aller, un peu d'appréhension forcément parce qu'on ne sait jamais trop, mais il y a vraiment cette excitation et cette envie de mettre la tête sous l'eau. Et c'est pas une plongée anodine évidemment, quand on part à la rencontre d'un super prédateur. Je sais aussi qu'on est bien encadré, donc voilà, donc il y a plus une petite excitation, un petit peu d'adrénaline, parce que là on s'invite chez l'animal. C'est bon pour tous les 4. Ok. 3, 2, 1, go. C'est un autre univers. Quand on traverse le miroir de la surface, on bascule l'univers complètement. On est toujours attiré aussi, il y a une sorte d'attraction très forte qu'exerce l'océan. Et quand on voit le grand bleu comme ça, en fait, il y a une forme d'invitation. On a envie d'y aller. Il y a de la vie tout autour de nous en fait. C'est un bonheur qui n'a pas de mots. Enfin, c'est... À un moment donné, on est témoin de quelque chose en fait. Nicolas nous explique où nous mettre et tout se met en place très très naturellement au fond de l'eau. Et puis là, on commence à voir quelques requins donc tourner, les premiers pointes noires. Ils sont nombreux, ils tournent autour, c'est dans tous les sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné on peut être concentré sur un et puis on perd un peu de vue, mais c'est pas grave, il y en a deux autres qui reviennent dans le champ de vision, donc en fait on est vraiment, c'est un ballet aquatique, c'est un véritable ballet aquatique. C'est un espèce de ballet incroyable, de pointes noires, donc c'est un moment, c'est vraiment un moment magique, quoi. Pointe noire, c'est pas un très grand requin, c'est plutôt une espèce dite petite, très facile à reconnaître puisque toutes les extrémités de ses nageoires sont noires. Donc que ce soit dorsale, caudale, voilà. Ce sont des requins qui ne sont absolument pas dangereux, qui vivent un peu en banc, qui se déplacent un petit peu en ombre. Et c'est la première rencontre du coup de la journée d'un point de vue requin. La façon dont il évolue sous l'eau, même si c'est un petit requin, un petit pointe noire, on sent qu'il y a de l'énergie. En fait, on sent que c'est une bête de course aussi. Un animal qu'on sent profilé pour la vitesse, musculeux, nerveux. Voilà. Donc c'est vraiment, comme beaucoup de prédateurs, voilà, il exerce une forme d'attirance, de fascination, de respect aussi donc, vis-à-vis de lui. Et arrive une nouvelle espèce, donc celui pour lequel on était venu notamment, donc le premier requin citron.
a une vraie tête de requin, quoi. C'est-à-dire que c'est le requin, le squale, quoi, comme on peut l'imaginer. Il y a plus de tranquillité, d'assurance, voilà, il progresse un petit peu plus lentement, il est moins nerveux que ne le sont les petits pointes noirs qui nagent assez vite autour de nous. Voilà, il fait un petit peu plus caïd. Et puis à un moment donné, eh bien, s'invite une troisième espèce, et là c'est un requin nourrice. Il a une tête beaucoup plus large, et ça se termine avec une grande nageoire caudale effilée. Voilà, c'est encore une taille supérieure par rapport au citron. C'est assez furtif, hein, donc il n'est pas là en permanence avec nous, il reste quelques minutes, pas plus. On voit un point de blanche qui vient aussi de la fosse et puis qui fait un premier passage devant nous, donc on a eu le temps de bien en profiter. C'est un très très joli requin, très fin, très gracieux, qui se déplace avec beaucoup de fluidité dans l'eau. C'était absolument magnifique. Après, on part en balade en fait. On part en balade un petit peu en exploration. Et à un moment donné, Étienne il nous fait un petit signe. Alors, ce signe, c'est comme ça en fait. Hop. Et ça veut dire tortue. On la sentait un petit peu inquiète, elle a commencé à se relever gentiment. On voyait vraiment qu'elle réfléchissait un petit peu à la parade qu'elle allait pouvoir adopter pour peut-être s'éloigner de nous. Et elle nous a quand même laissé approcher très très près d'elle. Elle nous a vraiment fait la grande joie de passer juste entre nous. On a envie de rester, quoi, de rester sous l'eau, de continuer à explorer, de rester avec les animaux. Et à un moment donné, quand on donne le signal, le signal, hop, tout le monde remonte. Il faut y aller, mais en fait, on ressort tous. Enfin, moi, on sort doucement en fait de ça, comme un réveil. Trop bien. T'as vu le requin nourrice? Bah, j'ai pas trouvé si gros que ça en fait. Mais pour l'espèce, c'est pas mal. D'accord. Voilà, bon, là, c'est pas jusqu'à un peu plus de 3 mètres, mais là, c'est un requin qui doit faire les 2,20 m à peu près. Ouais. Et c'est déjà pour cette espèce-là, généralement, la majorité des requins nourrices que l'on voit ici sont un peu plus petits. Donc, il est un peu imposant. Et lui, tu le vois très régulièrement sur le site ici. On le voit régulièrement, oui. Ouais. Normalement, ils doivent rester sur un même territoire. territoire. Voilà, ils restent sur un même territoire, à différentes profondeurs. Maintenant, je ne les ai pas étudiés, ceux-là. Par contre, les requins citrons, là, c'est une certitude, ils tournent autour de Moorea et vraiment, leur territoire, c'est l'île de Moorea. C'est un vrai passionné de ces animaux, un vrai connaisseur aussi, un vrai expert. Je dirais, voilà, c'est un naturaliste en fait. Quand tu es sous l'eau, tu as vraiment l'impression d'avoir affaire au personnage central de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand tu plonges, tu es entouré de poissons, etc. Puis dès que le requin apparaît, paf. Bon, ouais, la scène principale elle commence pas. Voilà. Les requins ont justement cette image de seigneur des mers et le fait d'avoir la chance de pouvoir les approcher, de pouvoir rentrer dans leur monde et faire partie pour quelques instants de leur monde, c'est un privilège extraordinaire et c'est un bonheur incroyable pour nous, quoi. C'est un rêve, vraiment, c'est un rêve éveillé. Ouais. Moi, c'est la plus belle des plongées que j'ai jamais fait. C'est de voir autant d'animaux, y compris une tortue, plus évidemment les murènes, les poissons en veux-tu, en voilà, etc.
des conditions incroyables de visibilité. Ouais, c'est le festival, quoi. Franchement, ça fait partie des grands moments qui vont me rester, qui vont me marquer, ça c'est évident. Les requins pointe noire, leur habitat c'est le récif, mais c'est également le lagon. Et là, de l'autre côté de l'île, il y a un site assez touristique, certes, mais qui est vraiment magnifique, avec plein de raies pastonagues et plein de requins pointe noire comme ça. Et là, donc voilà, on va prendre de l'eau du large, donc il y aura un petit peu de courant, il n'y aura que ça d'eau, mais l'eau sera très claire. On change de site et on va cette fois-ci donc dans le lagon. Donc là c'est voilà, la carte postale de Polynésie française. Donc lagon bleu turquoise, juste exceptionnel. Je ne sais pas si vous le savez, mais les raies et les requins sont de la même famille. Ouais. Les sélaciens, ouais. C'est les sélaciens, voilà. En fait, les sélaciens, ce sont les animaux qui sont cartilagineux, contrairement aux poissons qui, eux, sont osseux. Et en fait, c'est donc là, les premiers requins, c'était il y a 420 millions d'années. Les requins modernes, comme on les appelle, c'est il y a 60 millions d'années. Mais vraiment, les requins comme ça, c'est à peu près 25 millions d'années. Et il y a 25 millions d'années, certains requins se sont adaptés au fond des océans en s'aplatissant. Voilà. Et donc en fait, là... Ce qu'il faut savoir, c'est que là on est assis sur un bateau et qu'en fait autour de nous, il doit y avoir une quinzaine de requins pointe noire et des raies. Enfin en gros, tout le monde, ils sont tous autour de nous et je me dis en fait, ils m'attendent. Donc si on pouvait parler de tout ça après, ça m'arrangerait. Donc là... si vous je suppose que tu meurs dans le lit, Charlotte. Moi, j'en peux plus. T'en peux plus. En fait, je t'écoute, hein. C'est très intéressant, là, mais voilà, je fulmine. Voilà, donc là, on va y aller. Moi, voilà, là, j'ai qu'une envie. Je sais que je peux aller dans l'eau et avoir la même proximité avec les requins et les raies que eux l'ont eu en plongée. Donc voilà. Quand j'ai envie de quelque chose, je le dis. Je suis pas forcément je mets pas forcément des gants. Je suis pas. Mais c'est moi. Dès qu'on arrive dans l'eau, c'est j'ai 3 raies. Donc oui, effectivement, il y a cette recherche de contact de leur part qui est assez impressionnant. Le contact est très agréable. La peau est très lisse. Elle est assez souple et donc on a vraiment envie de les papouiller, on a vraiment envie, enfin on se sent en sécurité. Il y a 3 espèces qui fréquentent les eaux de Polynésie. Il y a celle-ci, la pastonague, il y a la aigle et il y a la manta, donc qui est la plus grande. Mais bon, voilà, on a quand même affaire à des beaux spécimens, hein, c'est-à-dire d'une envergure voilà, qui est largement plus grande que l'ouverture de mes bras. Donc on a des jolis bébés quand même. On me dit que j'ai le droit de nourrir une raie. Donc en fait on prend un morceau de poisson dans la main qu'on tient fermement. Parce qu'en fait les raies, elles ont une bouche qui est située en fait en dessous et elles ont aussi des dents. C'est pas parce qu'une raie c'est mignon, c'est gentil et que tout le monde dit qu'une raie c'est génial qu'il faut aller mettre sa main au fond du gosier parce qu'apparemment ça fait mal.
autour de nous, en fait, ils vivent leur vie. On s'aperçoit que la nourriture ne les rend pas frénésiques. Ils n'ont pas du tout une agressivité qu'on aurait pu imaginer ou une envie de venir absolument à la nourriture. Mais alors, pas du tout. Non, ils viennent voir ce qui se passe, ils sont curieux, mais ils repartent, il y en a qui reviennent. Là, on peut vraiment prendre conscience que les requins ne sont pas du tout agressifs. Il suffit de les respecter. Quand on a ce type d'expérience avec des animaux sauvages, en fait, c'est toujours comme un cadeau, en fait. Ça veut dire aussi que l'homme peut avoir une relation avec l'animal autre qu'une relation d'exploitation, une relation un peu violente vis-à-vis même de ce qu'on pourrait considérer comme un vulgaire poisson. Il se passe quelque chose, quoi. Il y a un lien avec cet animal. Il est capable d'interagir avec une douceur incroyable. Et du coup, forcément, on change la façon de regarder, en fait. C'est vrai que c'est un site qui est parfait parce que les gens se rendent compte que le requin, malgré sa mauvaise réputation, c'est pas un animal sanguinaire. Et il n'y a pas d'animal sanguinaire de toute façon. Donc c'est vrai que c'est un site qui est vraiment intéressant pour sensibiliser les gens et leur prouver que le requin n'est pas dangereux. Cette première plongée autour de la thématique requin a été absolument passionnante. On a rencontré des gens passionnés, des gens qui œuvrent sur le terrain, qui méritent d'être mis en lumière pour le travail qu'ils font eux au quotidien, puisque la préservation de la nature, c'est eux avant tout. C'est ces gens-là qui se battent sur le terrain. Je trouve qu'il y a énormément de bonnes ondes pour le coup dans cet endroit. Et on sent que la nature est quand même particulièrement privilégiée. Moi, malheureusement, je suis obligé de rentrer. J'ai quelques trucs un peu incontournables à faire à la Flèche, au zoo. Donc, je suis très triste et je pars un peu avec la boule au ventre, mais tellement heureux pour le reste de l'équipe. Et aussi, en imaginant que je reviendrai prochainement sur ce paradis terrestre. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. On se dirige au niveau de l'accueil de Temana au Temoana, donc l'association où travaille Cécile entre autres, et on va rencontrer les gens du terrain qui s'occupent des tortues au quotidien. Ça, c'est une tortue à écailles. Un briquet. Ouais, la tortue un briquet. Ouais. Verte. Elles sont bien là. On sait que déjà au niveau mondial, les tortues elles ont été impactées par pas mal de menaces, mais l'homme a bien sûr une part très importante dans ces menaces, que ce soit la pollution, bien sûr, il y a beaucoup de tortues qui avalent du plastique. Et l'idée vraiment très très importante pour nous, c'est d'être un site d'accueil pour tortues malades ou blessées, pour que à tout moment, quelqu'un qui observe une tortue marine malade ou blessée puisse nous appeler, nous la transférer au centre de soins ici, et on la prend en charge. Alors cette association a monté ce centre de soins pour recueillir les tortues marines, et on va donc les soigner, les garder le temps nécessaire à la réhabilitation pour les plus chanceuses d'entre elles, le but ultime, les relâcher dans le milieu naturel. Et bonjour, vous voilà enfin à Temana avec toute l'équipe. Ça va? Ouais, bien. Ouais, très bien. Alice? Je m'appelle Vi Stabi et je suis directrice de l'association Temana au Temoana. On est une association qui œuvre pour la protection de l'environnement marin et on fait beaucoup d'éducation, de recherche et de conservation parce qu'on pense qu'à l'île étroite, c'est ça qui va faire que nos enfants et futures générations vont bien comprendre comment protéger l'environnement marin.
Donc on a une salle éducative ici, alors vous voyez un peu à la polynésienne qui s'ouvre partout. Là vous avez plein de jeux éducatifs. Et c'est vous qui avez conçu tout ça? Ouais, c'est nous qui concevons, qui créons tous les jeux. Parce que tout ce qu'on apprend à l'école, c'est qu'aller à la France, alors c'est difficile de comprendre. Donc c'est créer des jeux qui sont adaptés à ici. C'est un endroit éducatif où il y a beaucoup de livres, il y a des jeux éducatifs, il y a une carapace de tortue, il y a des panneaux. Donc c'est le pharé éducatif de l'association. C'est comme ça. Dans la visite des lieux, on va s'attarder un peu dans un endroit qui s'appelle un pharé. C'est une sorte de hutte traditionnelle dans laquelle en fait les Polynésiens se rassemblent. Nous rencontrons Thierry qui est donc un marquisien, sculpteur, et qui est en train donc de faire une frise sur les 2 poteaux de l'entrée de cette hutte en fait. Ici, qui est représenté le motif Temana o Te Maumutu, qui est l'association qui est ici, j'ai représenté les personnes. Après, on voit bien les tortues qui commencent à grandir, qui prennent leur envol. Et le dernier motif en haut, c'est la divinité des tortues, c'est le dieu. En fait, on s'aperçoit à la lecture donc, de la frise que c'est chargé de symboles. Donc en fait, on arrive dans un lieu qu'on va placer sous les auspices de la tortue, qui est une divinité, qui est en tout cas une entité importante ici en Polynésie. Tu veux essayer? Ouais, bah ouais. Allez. Ok, comment je fais? Comme ça? Thierry me confie l'honneur de participer à son travail. Donc évidemment, moi je ne vis pas ça du tout comme quelque chose de folklorique. Je vis comme un challenge personnel et c'est très symbolique, évidemment. Donc c'est un moment qui est très fort. Tu vois, le bruit, c'est pas pareil. Ouais, le bruit, ouais. Pourtant, on est bâtis pareil, je comprends pas. Là, on va laisser continuer un peu. On va laisser travailler. Mais on va revenir. On va dormir là ce soir. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'à la fin, tu mets ta petite touche quelque part. Ah, non, j'adore. On est avec l'équipe de Temana, on est tous ensemble. Et puis tout d'un coup, on voit quelqu'un au loin qui nous fait coucou. Bien, et vous? Et donc on a notre ami Piche qui arrive enfin en Polynésie française et qu'on accueille. On se jette dans ses bras, faut le dire. Ça va? Ah, c'est bizarre de te voir là. Oh, je suis contente. Oh, bienvenue en Et route. voilà. Voilà, jeune homme. Forcément. Voilà, tu vas sentir bon toute la journée, c'est magique. Première fois en Polynésie? En fait, on est vraiment dans... Ouais, c'est limite un film. On arrive, le collier à fleurs, il manque que les vainés. Enfin, on est dans un autre monde. Voilà nos locaux. Donc là, c'est notre salle de soins, là où on fait les soins intensifs. Donc lorsque les tortues arrivent, Par contre, on va tous passer dans le pédilule, vous connaissez déjà ça. Règles d'hygiène. Et là, en ce moment, dans la salle de soins, on a 3 tortues. Avec l'équipe de Temana, on va un peu participer aux tâches quotidiennes qu'ils doivent donc faire tous les jours avec les animaux. Et puis parmi ces tâches-là, il y a des mesures qui sont effectuées tous les jours, notamment des pesées. On va commencer par peser ces 2 petites-là avant de leur donner à manger. Ouais, c'est parti. C'est important dans une phase de réhabilitation les peser parce que ça permet de voir comment l'animal évolue, s'il prend du poids, et donc ça serait plutôt bon signe. Ou si au contraire, il est plutôt en train d'en perdre, et là pour le coup c'est plutôt alarmant. 55 grammes Matamoua. On va faire la petite mesure. On a déjà fait? Mais enfin si, je fais sur des grandes. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, on part vraiment à la limite entre la peau et la carapace. Alors, ouais. Attends, je vais la refaire. 7.1. C'est des choses qu'on fait nous aussi au parc, donc c'est des gestes qu'on connaît bien, quoi. Donc ça nous est tout à fait familier. Ensuite, on se déplace vers le bassin de transition. En gros, sanctuaire, il y a 2 grands bassins. Et dans un des grands bassins, il y a des tout petits parcs où ils vont mettre les tortues en transition. Donc des petites tortues qui sont pas encore de taille à aller se battre pour manger du poisson avec les grosses. Et dans ce bassin, en fait, il y a 3 petites tortues qu'il va falloir peser, mesurer et ensuite nourrir.
Après, l'idée, c'est on attend le moment de calme. Ça bouge pas. Ouais. La balance a l'air de faire des siennes. Sinon, tu sais, moi, je les pèse sur un petit gobelet. Un gobelet? Un gobelet. Tu sais, tu poses ton gobelet et puis tu poses la carapace comme ça dessus, là. Hop. Et elle bouge pas, elle bouge plus. Top. Pour que la pesée soit précise, parce que là, on est au gramme près. Quand un petit animal qui est grand comme ça, là, ça se joue au gramme près. Il faut que l'animal soit totalement immobile. Moi, pour mes tortues terrestres, j'utilise un petit support, un petit gobelet, et en fait, on place la tortue sur ce petit gobelet, et puis en fait, avec les pattes, elle peut pas bouger. Donc, pour le coup, l'animal est immobile. Il cherche pas à se carapater. Comme ça. Voilà. Yes! C'est trop bien! Alors au départ, des sortes de hurrah, un peu de satisfaction parce qu'on a l'impression que ça marche. Cette taille de carapace. Ah ouais. Du coup, c'est les nageoires. Ouais, c'est vrai que non, je pense que le pot, c'est le meilleur. Le pot, ouais. Et en fait, ça marche pas du tout. Parce que la tortue marine, elle a des grandes nageoires. Et en fait, avec ces nageoires, elle touche le gobelet. Donc, je vais repartir avec ma technique sous le bras. Un peu de nettoyage sur les tubes bleus, ça vous dit? Ouais. Charline, elle va vous montrer comment on fait. Donc du coup, on laisse tomber la pesée et on va aussi leur faire un petit coup de cleaning en fait. On va faire un petit coup de nettoyage sur la carapace parce que c'est vrai qu'elles ont un peu d'algues sur la carapace. Normal, être exposé au soleil avec de l'eau, ça crée des algues. Alors quand on est près de l'eau, on le fait aussi avec le sable en fait. On prend le sable et on le met sur la carapace. Moi je fais ça sur des éléphants. Sur quoi? Sur des éléphants. Des éléphants, mais sur une petite tortue. C'est un peu rugueux. Ça me fait un peu penser au nettoyage des défenses des éléphants, ce qu'on peut faire de temps en temps sur Botten. Sauf que là, c'est taille tortue, donc je veux dire, elles ont beau avoir une carapace, elles sont fragiles, il faut vraiment pas frotter. Donc faut être minutieux et c'est vrai que c'est un travail où je suis pas forcément très à l'aise. J'ose pas trop frotter en fait. Je frotte pas trop. Après, s'il en reste un petit peu, c'est pas grave. Ouais, non, ça va. Il en reste un petit peu. C'est pas parfait, mais j'ose pas trop frotter. Ouais. C'est parti, à table. Et donc, juste après ce petit nettoyage, on part en fait remettre les tortues donc dans leur petit bac et on les nourrit. Donc elles, on peut leur donner ces bouts-là comme ça. Pour l'instant, celles qui sont dans les bacs, elles sont entre deux eaux, on va dire. Elles sont pas vraiment aptes à aller toutes seules dans le lagon et commencer à chercher la nourriture. Donc, les petites, quand elles arrivent et qu'elles sont pas prêtes à être vraiment en liberté dans le lagon, elles ont des étapes à franchir, différents bacs à différentes profondeurs, jusqu'à finir dans le lagon complètement. Du coup, nous, on va aller préparer la nourriture pour les tortues du lagon de réhabilitation. Ok. On a un système mis en place, on va accrocher du poisson, c'est un assez gros truc. On va laisser Charline finir les petites. Avec Alice, elle nous propose d'aller nourrir les plus grosses tortues qui sont dans le lagon de réhabilitation, mais qui sont vraiment dans le grand bassin. On peut pas les nourrir juste à la main, parce que c'est des tortues qui vont après être lâchées, qui vont devoir trouver leur nourriture toutes seules. On prend les poissons, on essaie de les coincer là où il y a des trous. Donc on essaie de les coincer comme ça. Là, moi, je suis au zoo de la Flèche. Quand je vois le système D avec une roue de vélo qui a été fermée, qui a été lestée avec du sable à l'intérieur, du petit grillage autour. Direct, on se dit, mais attends, mais c'est une super idée d'enrichissement. C'est une super idée d'enrichissement, que ce soit pour les loutres, que ce soit pour les manchots, enfin pour tous les animaux aquatiques que Bérénice a sur son secteur. C'est juste génial. En fait, à la fin, ça donne une brochette de poisson. Très clairement, c'est une brochette de poisson avec une corde qui passe de chaque côté qui va permettre de descendre cette brochette directement dans le lagon sans que ce soit associé avec la main de l'homme. Allez. C'est très joli et c'est surtout hyper rapide. On les voit du dessus, là, la transparence du lagon permet de les voir en train de manger. Donc voilà, elles savent et elles en perdent pas une miette. Hein. C'est incroyable. C'est-à-dire que brochette pleine, brochette vide. Allez. Ok, on vide un peu l'eau. On va profiter de notre présence et donc des bras supplémentaires pour peser une des deux grosses tortues imbriquées qui malheureusement est aveugle, suite aux différents traumas dont elle a souffert avant qu'elle arrive ici. Et donc qui reste à vie dans ce centre de soins.
Et aujourd'hui, on va en profiter pour la peser. Et Matapo. Alors c'est vrai que qu'elle est aveugle, parce que du coup elle stresse dès comparé aux autres, hein, mais elle, dès que tu la bouges, laisse tomber quoi. Alors Matapo, matin en tahitien c'est les yeux, et le po c'est la nuit, le sombre, le noir et les morts aussi. Donc Matapo en fait ça veut dire aveugle. Donc c'est une tortue qu'on avait reçue qui avait une flèche qui transperçait les 2 yeux. Donc en général on n'arrive pas à les sauver. Elle, on y est arrivé. Tu nous dis. Magnifique. On la met dans une sorte de grande bâche qui est munie d'anses pour pouvoir, en fait, avec ses anses, la suspendre à une balance, à un peson, en fait, et ainsi connaître son poids. Donc il faut suspendre la balance à un poteau ou à une branche, et ensuite amener l'animal jusqu'à cette balance. 40. 40. Ouais. On ressoulève vite. Attends. 1, 2, 3. Allez. Voilà. On la met directement dans la bassine. Je pense que c'est super de recevoir l'équipe du zoo de la Flèche parce qu'on est heureux de voir qu'à travers le monde, même si on travaille tous avec des animaux différents, même si on a des objectifs différents, parce qu'il y en a qui sont en captivité, il y en a qui sont amenés à être relâchés, ben en fait on a tous cette passion de transmettre notre amour pour les animaux et faire en sorte de laisser quelque chose à la planète. Parce qu'au fond, on a tous un peu le même objectif, faire en sorte de laisser quelque chose à nos futures générations. Quand tu les touches, en fait, dessous, ça les calme. Donc, ou on met un torchon, en fait, par-dessus, ça leur cache les yeux et du coup, ça les calme. Ou du coup, tu les masses, en fait, hein, comme là, comme les chats, et ça les calme aussi. Les centres de soins et les centres de réhabilitation sont une façon d'appréhender cette problématique liée aux tortues et de sensibiliser le public. Et je trouve qu'on a besoin de symboles comme ça. Je trouve qu'on a besoin de messages forts, de messages symboliques. Sauver une tortue et demain avoir peut-être la chance de la relâcher dans le milieu naturel, eh bien c'est un moment qui est chargé de symboles et qui peut être porteur aussi d'un message d'espoir en fait. Allez, Mabel, vas-y. Avec un guide de Polynésie pour faire une randonnée et donc découvrir Moorea mais de l'intérieur. Donc là c'est intéressant de se trouver ici puisqu'on est à peu près au centre de l'île. Donc au centre de l'île, au milieu du volcan, du cratère. Vous êtes beau. C'est un peu un autre monde, c'est d'autres odeurs, c'est d'autres bruits. On est à Londres, il fait frais et ça fait du bien de changer un peu de monde. Nous allons participer à un événement mondial, c'est la journée des zones humides. Sur un stand, on a des éco-délégués. Donc, c'est les délégués de chaque classe de 6e. Et ils essayent de sensibiliser leurs camarades de classe. Et pourquoi vous avez eu l'envie d'être éco-délégué ? Il faut que dans 20 ans, on a toujours le même paysage et pas avoir un îlot moche où il y a plein de déchets. On va plonger à Rangiroa, principalement sur la passe de Tiputa, qui est une passe qui est réputée pour la richesse de sa faune sous-marine. D'emblée, on est complètement subjugué par le site. Waouh, c'est un spectacle incroyable. Enfin, moi, je vis les plus grands moments de plongée de ma vie, quoi.